qu'est-ce qu'un Lecce face à l'immensité de l'univers? À peine une poussière? À la même échelle, notre île de la Réunion ressemble à une petite planète à la surface de la Grande, qui, vous vous en doutez, reste insignifiante au regard de l'immensité inexplorée et peu hospitalière. Et pourtant, nous autres terriens avons déjà franchi plusieurs frontières. D'abord, notre atmosphère, et puis les premiers pas sur la Lune. Aujourd'hui, nos sondes voyagent aux limites du système solaire. Demain, les premiers pas sur Mars. Et nous, les Réunionnais, avons un rôle dans cette aventure galactique. On est témoin à ce Lecce qui, si moi n'est pas menteur, est un voyageur de l'espace. Je revois le début de l'humanité moderne il y a 10 000 ans au pied de l'Himalaya. L'invention de l'écriture il y a 5 000 ans. Il y a 2500 ans, les développements et l'évolution autour de la Méditerranée. Il y a 5 siècles, Christophe Colomb embarqué à bord de la Caravelle, destination, le Nouveau Monde. Il y a 150 ans, il y a eu la traversée des grandes plaines de l'Amérique du Nord. Une fois la Terre entièrement colonisée, les regards se sont portés vers le ciel, la Lune et la prochaine destination de l'humanité. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Bien que ce décollage historique en direction de la Lune marque un chapitre dans l'exploration spatiale, pour en arriver là, c'est une véritable course à l'espace qui est lancée durant la guerre froide. Si Neil Armstrong a fini par donner la victoire aux Américains, ce sont les Russes qui ont longtemps dominé cette course galactique. Le 4 octobre 1957, j'avais 15 ans quand le premier Spoutnik a quitté la Terre. J'étais jeune lycéen, un peu surpris par le retard de mon professeur d'histoire-géographie qui avait tenu à suivre l'événement pour mieux le raconter à ses élèves. Dans le ton de sa voix, je compris qu'il s'agissait de la naissance d'une nouvelle ère. Les missions se sont succédées. Américaines, avec le premier satellite Explorer. Russe, avec Gagarine, le premier homme à avoir jamais quitté notre atmosphère. Et puis cette fameuse date de 1969, lorsque Armstrong a posé son pied sur la Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. À cette époque, j'étais un ingénieur confirmé 5 ans après ma sortie de Polytechnique. Et malgré mes connaissances plutôt poussées, il y avait une part de magie, quelque chose que je n'arrivais pas à m'expliquer en regardant ces 3 hommes sur la Lune.
Un soir de 1970, quelques mois seulement après la mission Apollo, je roulais en voiture sur la longue ligne droite entre Lisieux et Caen, en Normandie, quand la Lune s'est levée devant moi. Tout en roulant, pendant de longues minutes, j'ai pu la contempler. Ce soir-là, la Lune est entrée dans ma vie. Je réalisais alors qu'avec ma formation, les chances de participer à l'aventure spatiale étaient très faibles, sans doute, mais qu'elles existaient. Les difficultés envisagées devenaient simplement un travail à accomplir, des questions de temps et d'organisation. Je voyais l'humanité, dans l'immensité de notre système solaire, construire son avenir. Des remorqueurs auraient pour mission la récupération d'astéroïdes tractés en direction de l'orbite haute de la Terre. D'ici, nous pourrions aisément profiter de leurs richesses et ainsi abandonner l'idée d'épuiser les ressources de notre planète. En se rapprochant de la Terre, ce remorqueur spatial passerait non loin des premières centrales solaires, placées elles aussi en orbite et capables de fournir à notre planète une énergie propre et abondante. En somme, j'imaginais la prochaine étape de notre exploration, de notre condition. Nous ne serions plus uniquement des terriens, mais des solariens, habitants du système solaire. Dans une série d'articles publiés en 1978 dans le GIR, j'ai souhaité partager cette vision avec tous les réunionnais, mais aussi avec quelques camarades de l'école polytechnique qui travaillaient au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et cette idée de remorqueur spatial, mes amis du CNES m'ont demandé de la présenter à Munich en 1979 au Congrès mondial d'astronautique. Chose que j'ai faite et qui a marqué le début de ma carrière spatiale. Car, en plus de cette présentation, on m'a fait à cette occasion une proposition encore plus folle, devenir cosmonaute. J'étais alors professeur de collège à Sainte-Rose et on m'offrait cette possibilité de voyager dans l'espace. Nous étions 800 à postuler pour cette aventure. Après plusieurs épreuves, parfois étranges, parfois difficiles, parfois très difficiles, nous n'étions plus que 20. Ce fut une grande fierté d'être là. Mais je n'irai pas plus loin. En cette année de 1980, l'heureux élu s'appelle Jean-Loup Chrétien. Il est le premier Français et le premier Européen de l'Ouest cosmonaute. Le représentant de la France au sein d'un équipage franco-soviétique. Il est également le premier non-russe et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. De mon côté, je restais sur Terre. À titre de compensation, le CNES m'offrit un poste chargé de la prospective, ou plutôt des perspectives si l'on préfère. Je devais imaginer le futur de l'exploration spatiale. Et comme pour beaucoup de passionnés de l'astronautique, les voiles solaires me semblaient une option prometteuse. Leur principe est simple. Les photons qui composent la lumière du Soleil exercent une légère pression sur ces voiles et ainsi permettent une propulsion dans l'espace sans consommation de carburant. Celui-ci n'a pas été déployé depuis 29 ans. C'était au cours d'un vol parabolique, c'est-à-dire quand l'avion fait une manœuvre en parabole qui permet de simuler l'absence de gravité.
terminé. Il y en a un qui va un petit peu plus vite. Bon. Donc préparation maintenant. Le micro me suit du dernier plateau. Donc c'est tout simple. Simplement il ne faut pas se tromper. Voilà, mise en place. Alors dommage que pour le moment le skipper devra rester à terre et ce ne sera que de la télécommande. Mais dans 50 ans, il faut espérer qu'il y aura des grands voiliers solaires avec des voiles de plusieurs kilomètres de dimension et qui seront cette fois pilotés par des skippers qui seront à bord des voiliers. Alors donc avec le 3P, avec la course Terre-Lune, là nous sommes vraiment les précurseurs. Il y en a un qui va un petit peu plus vite. S'il est vrai que cette technologie a peu à peu laissé la place à d'autres méthodes de propulsion plus efficaces, il n'en demeure pas moins que cette voile m'a permis d'intégrer la communauté mondiale des ingénieurs astronautiques, de la France à la Chine, des États-Unis à la Russie. Voilà. Donc, maintenant, je mets à zéro, préparation. Cette idée de voile solaire a été explorée par de nombreux ingénieurs de tous les pays. De mon côté, j'aurais souhaité la réaliser avec des équipes réunionnaises. Malheureusement, je n'ai pas encore mené ce projet à terme. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Et à vrai dire, ce n'est que le début. Les enfants du collège technique de la Réunion qui ont fait un Spoutnik avec les enfants qui va être lancé. Vous êtes tous de Réunion, hein? En 1997, fort de mon expérience au sein du CNES, je suis sollicité par le gouvernement russe pour concrétiser une idée un peu folle. Envoyer en orbite le premier satellite conçu par des collégiens. Un modèle réduit de Spoutnik, 40 ans après son premier lancement. Un collège russe avait la responsabilité de la structure de l'engin, tandis que je devais réaliser l'émetteur radio ainsi qu'une série de maquettes avec des élèves du collège Redley de La Réunion. Parmi ces jeunes réunionnais, 5 feront le voyage vers la Russie à la rencontre des institutions spatiales et des cosmonautes. Si on veut être cosmonaute, qu'est-ce qu'il faut faire? Самое главное – иметь крепкое здоровье, хорошие знания и быть целеустремленным. Le plus important, c'est d'être en bonne santé, d'avoir de très bonnes connaissances et de se fixer un but et de le garder. Я обычно говорю, кто стремится, всегда добьется своего. Parce que quelqu'un qui veut vraiment quelque chose l'obtient toujours. Finalement, ça, c'est ce qu'on a appliqué sur nos vies qu'on suivit. Hein. C'est aller au bout de ses rêves. Ça, c'était une espèce de rêve éveillé qui se réalisait. Donc, c'est d'aller toujours au bout et que tout était possible à partir du moment où on se donnait les moyens. À l'époque, innocemment, j'avais aucune limite. Tout me semblait absolument... voilà, c'était normal. On voyait des cosmonautes, c'était normal. Mais oui, ça apprend à croire en ses rêves. Donc, c'est des choses qu'on a tous après transposées dans nos vies. Et puis, de faire partie d'une humanité, voilà. On était tous autour d'un projet, c'était facile, c'était simple. Donc, venant de La Réunion, c'était naturel pour moi, parce que c'est un peu quand même nos valeurs ici. Mais maintenant, je me rends compte que c'était assez exceptionnel et que voilà, tout ce qui est conquête spatiale, ça unit un petit peu, je trouve, les différentes nations. Et que cette collaboration déjà était unique sur un collège, entre un collège russe et un collège français. Et le sujet était unique. Et effectivement, on a été extrêmement bien reçus partout, extrêmement remerciés. Et voilà, on était touchés à chaque fois et peut-être un peu surpris d'être accueillis de cette manière-là. Oui, подарок для вашего музея, макет нашего спутника. Спасибо. Я думаю, что это один из самых дорогих подарков будет в Je crois нашем que c'est музее. l'un des cadeaux les plus prestigieux que l'on ait fait à notre musée. Merci beaucoup. Спасибо. Спасибо вам большое. Так, давайте включаем, чтобы он не расходовал.
Je me souviens pas tout à fait de la rentrée dans la tour de contrôle. Je me souviens de l'intérieur. Je me souviens bien évidemment de la conversation téléphonique avec la station Mir, avec les cosmonautes qui étaient à l'intérieur, qui étaient adorables d'ailleurs. C'est assez irréel en fait. On a l'impression d'appeler sa grand-mère. Hein. Dans le reportage, on est au téléphone, mais en fait, le son, il est dans toute la station. Donc en fait, on n'a absolument pas besoin d'avoir le téléphone à l'oreille. Mais on l'a quand même. Est-ce qu'on se raccroche à quelque chose de réel pour rendre ça plausible, réaliste? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans une vie, quoi. Enfin, qu'on vit jamais, en fait. faut être sincère. C'est quelque chose qu'on ne vit jamais. Et nous, on l'a vécu. Marion, Audrey, Sandrine et Jean-Philippe. Cette visioconférence en direct de l'espace, c'était assez impressionnant, oui. Je me souviens que ça m'avait bien marqué. C'est le fait de parler avec des cosmonautes Qui sont déjà dans la station Mir alors que nous on est sur Terre. C'est bizarre quoi. Puis on dirait qu'on passe un examen, franchement, j'ai ressenti ça moi. Ah bon? Ouais. Super. Non mais c'est vraiment génial de parler avec des hommes qui sont dans l'espace parce que quand on se rend compte que c'est tellement loin, c'est fou quoi. L'espace retentit à nouveau du fameux bip-bip du premier Spoutnik russe lancé en octobre 1957. Pour commémorer ce 40e anniversaire, des collégiens français de Saint-Denis de la Réunion et des lycéens russes ont construit ensemble une réplique de ce premier engin, confiée aux cosmonautes de la station Mir, qui l'ont finalement lancé aujourd'hui dans l'espace. Quand on fait le compte à rebours, déjà on a eu une microseconde, on se dit mince, on l'entend pas. Donc c'est pour ça que tout le monde rit à la première seconde et puis tout de suite on l'entend. Et on applaudit et on est très fiers d'être allé au bout. Voilà, sur le papier au départ, on se dit mais c'est quoi ce projet quoi? C'est bizarre. Et en fait non, tout est possible. Voilà, il faut se donner les moyens. Pour moi, dans ma vie, aujourd'hui, rien n'est impossible. La Réunion est entrée dans l'histoire de la conquête spatiale. Elle est dorénavant en orbite à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Notre île a tous les atouts pour prendre sa place dans cette aventure et les élèves du collège Redley l'ont prouvé. La Réunion, terre d'espace, peut-être mon plus grand rêve. Si je vous dis que cela fait plusieurs millions d'années que, lentement mais sûrement, notre île construit sa destinée galactique. Faisons un bond de 3 millions d'années dans le passé. Le Piton des Neiges émerge des profondeurs de l'océan. L'île se forme alors autour de lui au rythme des éruptions successives. Il y a 500 000 ans, le Piton de la Fournaise émerge à son tour. Après une intense activité des deux volcans, finalement, le Piton des Neiges se calme après sa dernière éruption, voici 12 000 ans. Ce qui n'est pas le cas du Piton de la Fournaise, qui continue de sculpter les contours de la Réunion. Une activité volcanique qui a donné naissance à des paysages aussi variés qu'extraordinaires, ressemblant parfois de manière troublante aux paysages martiens ou lunaires. Une question se pose aux futurs explorateurs de l'espace. Comment être capable de se préparer aux conditions de vie si particulières sur Mars, la Lune ou toute autre planète? Comme souvent, ce sont les rêveurs qui esquissent notre conception du monde. Et la conquête spatiale ne déroge pas à la règle. Que ce soit dans la littérature, la peinture et surtout au travers du cinéma, de nombreux réalisateurs ont tenté de partager avec nous leur vision de l'espace et de son exploration. Pour ne citer que les plus connus,
je vous parlerai du tout premier film de science-fiction datant de 1902, Le Voyage vers la Lune, réalisé par un compatriote, Georges Méliès, qui, il y a plus d'un siècle, imaginait déjà un obus contenant 6 scientifiques propulsés vers la Lune. Et que dire de Seul sur Mars, qui imagine le premier colon à devoir survivre sur la planète rouge. Le réalisateur Ridley Scott a ainsi tourné plusieurs scènes de son film dans le désert de Jordanie. Mais à l'aube des années 2000, c'est La Réunion qui fut choisie pour mettre en scène la planète rouge. Dans le documentaire fiction de Laurent Lichtenstein et Greg Lanning, On a marché sur Mars. Pas rassuré de marcher sur ces trucs. Mais je sais, c'est toujours comme ça au début. On doit pouvoir descendre par là. Je vais aller voir, laissez-moi voir. Tu nous préviens, n'hésite pas. L'endroit était vraiment magique. Une grotte enchantée dans les entrailles d'un volcan martien. À chaque instant, j'espérais que le faisceau de ma lampe croiserait une quelconque créature indigène. Mais la réalité est plus prosaïque. La grotte était récente, pleine de fragiles arêtes de lave. Elle me rappelait celle que j'avais pu voir dans le volcan du Piton de la Fournaise à La Réunion, dans des coulées vieilles d'à peine 5 ans. Ce qui ne fut qu'un décor de cinéma va devenir un site analogue Lune-Mars, reconnu par les différentes institutions d'exploration spatiale qui feront de La Réunion un lieu d'expérimentation avant les prochaines missions lunaires et martiennes. Ou comment la réalité rattrape la fiction. Attends, stop. Il est comme un boudin ce truc. Non, attends, on va se faire chier à 3 coups. Mais au milieu. Donc la clé, elle est là, vous avez vu. Comme ça. Attention les gars. C'est dans la caverne Gendarme, sous une coulée de lave refroidie depuis près de 250 ans, que la combinaison spatiale Gandolfi est testée en 2018. On va le bien stabiliser et ensuite il y a quelqu'un qui va rentrer dedans. Je sais pas où. Sacrée expédition, on peut y arriver. Hein. Oui. C'est intéressant. C'est pas des lieux habituels, mais très intéressant. Bon, écoute, je le tiens. Vas-y. C'est bon? Ouais. Ça va là? Ouais, ça va. On peut tourner, on peut lever les bras, on peut plier les jambes, tout se passe bien. C'est juste vraiment le poids, à un moment donné ça pèse. Au bout de 10 minutes on sent que ça devient compliqué. Le but est le suivant, outre de faire découvrir un site absolument exceptionnel, donc on en profite tous, c'est de voir dans quelle mesure ces tunnels de lave pourraient être utilisés sur la Lune ou sur Mars pour en fait créer des habitats pour les astronautes. On a en fait un certain nombre d'informations radar en particulier qui permettent de savoir qu'il y a des cavités de ce même type, à peu près même dimension, parfois sur plusieurs kilomètres aussi. On n'est jamais rentré dedans aujourd'hui, donc c'est pour ça que venir voir à quoi ressemble réellement un tunnel, c'est important. Ce qui permettrait en fait de développer des habitats gonflables par exemple, donc faciles à transporter, plutôt que d'installer réellement un habitat en dur, rigide, qui supposerait l'emport de tonnes de matériel. Mais nos astronautes pourraient commencer à s'entraîner dans un site comme celui-ci en simulation pendant quelques semaines par exemple, pour voir comment gérer la vie à bord. C'est lourd, c'est très lourd.
Bon, les mouvements ils sont contraints, mais ça c'est normal, donc c'est pour simuler un scaphandre pressurisé. Et le poids il correspond à un scaphandre sur Mars, une trentaine de kilos sur Mars, et à Terre ça serait une centaine de kilos. Donc oui, tous les mouvements ils sont plus difficiles. Avec les gants, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait pour pas perdre un outil, parce que s'il faut le ramasser du sol, ben, ça devient très compliqué. Typiquement, ce qu'on a vu avec le film Seul sur Mars, c'est pas réaliste, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des scaphandres qui sont aussi légers pour faire des missions comme ça. Ça serait plutôt du matériel comme ça, et ça, il faut améliorer. La Réunion est une fenêtre vers l'espace. Ses décors cinématographiques, ses missions de simulation, et plus surprenant encore, sa notoriété au sein de l'ISS. Statistiquement, vous avez plus de chances de rencontrer une personne qui connaisse l'île de la Réunion dans l'espace plutôt que sur Terre. Et pour comprendre cela, je vous propose de reprendre de la hauteur et de m'accompagner en orbite avec mon ami Pavel Vinogradov. Tout commence lorsque le cosmonaute Pavel Vinogradov participe au projet du mini Sputnik lors de sa première mission spatiale à bord de Mir en 1997. En plus d'avoir lui-même placé le satellite collégien en orbite, Pavel a fait l'honneur d'un coup de fil aux élèves restés sur Terre. J'aimerais savoir si vous pourriez prendre une photo de la Réunion, puis de la station Mir. Не смогли ли вы снять фотографию? 16 ans après cet échange, lors de sa deuxième mission à bord de l'ISS, Pavel rendra hommage à ce lien si particulier avec la Réunion en prenant de nombreuses photographies de notre île en tant que commandant de la Station spatiale internationale. Les premières photos de la Réunion prises depuis l'espace. Et tandis que, sans le savoir, nous sommes pris en photo par les cosmonautes de la Station internationale, eux-mêmes sont photographiés, cette fois depuis la Terre, et plus précisément depuis les sommets de notre île. Luc Perrault fait partie de ces terriens qui vivent la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il s'affaire pour être certain de ne pas manquer les 6 petites minutes durant lesquelles la station ISS traversera notre ciel de part en part. 6 minutes pour parcourir près de 3000 km. Et Luc est sur le point de capter cette folle course à plus de 27 600 km par heure. Donc là, nous sommes au Pas des Sables, et puis si le temps le permet, comme ça a l'air d'être le cas, on va pouvoir observer le passage de l'ISS dès ce soir. Et puis bon, après, en fonction de nos envies, on aura peut-être la chance de voir d'autres objets célestes passer dans le ciel. Le tout, c'est d'anticiper son passage, savoir où elle passe, parce que l'ISS passe à une vitesse assez rapide. Donc l'intérêt, c'est vraiment de se tenir prêt, d'avoir tous les réglages optimum au bon moment, quoi.
Nous sommes ici au Pas des Sables, sur un point de vue qui domine la plaine des Sables, qui est elle-même au pied du piton de la Fournaise. Grâce au volcan, on a très peu de pollution lumineuse, on est loin des lumières des villes et les conditions sont optimales pour l'observation du ciel étoilé et de la Voie lactée. Alors, la Réunion profite d'un ciel étoilé qui est particulièrement favorable. Il y a plusieurs raisons à ça, de par son insularité, le fait qu'on soit une île, on n'est pas vraiment pollué par les lumières de nos voisins, nos voisines. Les lumières les plus proches sont celles de l'île Maurice, donc ça va, c'est quand même à près de 200 km et ça fait de la marge. On a une île qui est très montagneuse, donc qui est particulièrement habitée sur son pourtour, sur son réseau côtier. Et les montagnes sont relativement peu peuplées, donc dès lors qu'on prend un peu d'altitude, là aussi on retrouve un ciel très pur. Alors moi j'ai commencé l'astrophoto il n'y a pas si longtemps, il y a 10-12 ans environ. Alors je me suis entraîné pendant de longues semaines dans le fond de mon jardin à essayer de faire ressortir tant bien que mal la Voie lactée. Puis petit à petit j'ai progressé, je me suis lancé à faire des petites expéditions au volcan la nuit, tout seul avec mon matériel et à essayer de mettre en évidence ce que j'avais commencé à faire dans le fond de mon jardin. Alors ça c'est une monture équatoriale. C'est ce qui permet de suivre le mouvement des étoiles sur des pauses très longues. J'ai participé à quelques concours astro et surtout au début j'avais des bons résultats qui me permettaient de décrocher certains prix. Et puis ce qui a un petit peu tout déclenché, c'est la POD. La POD, c'est l'Astronomy Picture of the Day, donc c'est une rubrique qui est gérée par la NASA et qui met en valeur tous les jours une photo astronomique. Et puis sur cette rubrique, de temps en temps, il y avait des images de ce qu'on appelle nightscape, c'est-à-dire ce que je fais, un mélange de ciel étoilé et d'un premier plan terrestre. L'anecdote, c'est que trois mois après avoir commencé cette pratique, j'avais une des photos qui était à POD. Aujourd'hui, j'en suis à 7. Les nuages sont très bas, la couche d'inversion est très basse, donc normalement, la nuit devrait être nickel. J'ai pas trop d'inquiétude. Voilà, donc on vient de faire une photo de l'ISS. Alors c'est bien, on l'a eu juste plein cadre, on a pris le temps de cadrer correctement l'image. Comme je travaille sur des temps de pause qui sont relativement longs, environ une dizaine de secondes, et ça fait une grande traînée bien brillante qui traverse le ciel. Voilà en gros ce que ça donne le passage de l'ISS en photo. Alors l'hémisphère sud comporte quelques avantages par rapport à l'hémisphère nord. Il y a des objets célestes qu'on peut y observer et qu'on ne va pas retrouver dans le nord. Alors, je pense notamment aux nuages de Magellan, qui sont 2 galaxies satellites de la nôtre et qui sont observables à l'œil nu, donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc là, on voit très bien sur une simple prise de quelques secondes, si je zoome dans l'image, on va retrouver nos nuages de Magellan. Donc ici, le grand nuage. Et si je dézoome, on va pouvoir remonter le petit nuage de Magellan. Ce sont des photos qui font rêver, c'est une porte qui s'ouvre vers un monde qu'on ne connaît pas si bien que ça. Et j'aimerais espérer que celui qui regarde mes images se mette à rêver un petit peu et se pose des questions sur l'univers et sur ce qui nous entoure. Je voyage dans l'inconnu, dans ce qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on aimerait connaître ou pas, ça dépend. Pour moi, c'est une sorte de méditation. Il m'arrive de m'évader. Il y a l'aspect passion de la photo et passion d'aller chercher la belle image, quoi. C'est mon moteur, c'est essayer de faire du beau et faire de l'inédit. Voilà, c'est la création, quoi. C'est ça c'est mon vrai moteur.
Ce ciel, si bien décrit par Luc Perrault, a également attiré les professionnels de l'observation spatiale, notamment lors du passage de la comète de Halley en 1986. Près de 3000 passionnés se sont déplacés sur notre île pour observer son passage. Un succès qui inspira la construction du premier observatoire de la zone océan Indien, au Mac. Aujourd'hui, l'observatoire compte 2 télescopes professionnels. Donc ici, on a le T60 de 60 cm de diamètre, de 4,80 m de focale. Les professionnels avaient besoin d'un télescope de grand diamètre situé dans l'hémisphère sud et à peu près sur cette longitude pour observer les astéroïdes. Tous les astéroïdes qui sont situés entre Mars et Jupiter, et puis les astéroïdes qui sont au-delà de Neptune. Mais bientôt, on va recevoir une nouvelle caméra qui nous permettra d'étudier les astéroïdes géocroiseurs qui ont la potentialité d'impacter un jour la Terre. Jusqu'à présent, ils sont à peu près bien cadrés, on les connaît à peu près tous. Il n'y a pas de vrai risque à la date d'aujourd'hui, mais on a l'intention, partout dans le monde, de surveiller ces astéroïdes parce que les orbites ne sont pas fortement stables. Petit à petit, elles changent, et c'est ces changements d'orbite qu'on a l'intention de surveiller avec ce télescope. C'est un télescope qui est piloté, qui se pilote tout seul, qui récupère des demandes d'observation pouvant venir de n'importe où dans le monde et qui les exécute. Et c'est un télescope qu'on peut piloter d'ici, depuis les ordinateurs qui sont là. Et il y a aussi une raquette de télécommande qui permet d'être au pied du télescope et de le commander. Quand on arrive ici pour observer en tant qu'amateur avec ses yeux, puisqu'on peut quand même regarder dans ce télescope avec ses yeux, c'est extraordinaire. Alors là, c'est d'une complexité terrible. Il suffit de cliquer dans cette case, on tape Jupiter. Là, il nous a mis les coordonnées, donc il sait que Jupiter existe et qu'elle est visible. On clique sur Go To, et là, le télescope, il y va, il démarre. Et puis dès qu'il va avoir fini, on va faire une image avec la caméra pour voir si Jupiter a été pointé. Donc là, il n'a pas encore tout à fait fini de pointer. Voilà, il vient de finir. On a ici une petite fenêtre qui nous indique que c'est en train de prendre l'image. Et voilà, le petit rond qui est là, c'est la planète Jupiter. On peut donc aller chercher des oculaires derrière et aller dans le télescope observer la planète. Hop, voilà, les oculaires. Et on y va. On va observer Jupiter. Il faut d'abord qu'on fasse un petit réglage. Ici, on va venir basculer de la caméra des professionnels vers le porte-oculaire. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, on a toujours la planète Jupiter, ce qu'on avait tout à l'heure sur l'écran, mais là, il y a 4 satellites au lieu de 3. Et dans la bande nord, vous avez la grande tache rouge. J'étais déjà astronome amateur un peu parce que chez mes parents, on n'avait pas la télé. Et le soir, on regardait les étoiles pendant les grandes soirées d'été, où je me suis construit un premier instrument, bon, c'était pas terrible. Et le deuxième dans lequel j'ai vu les anneaux de Saturne, là, ça, franchement, je suis tombé définitivement dedans. À l'âge de vers 14 ans, quoi, à peu près. Donc j'ai juste à peu près 55 ans d'ancienneté en astronomie. Toutes les planètes du système solaire, elles sont magnifiques, elles ont toutes des caractéristiques différentes, elles ont toutes des choses extraordinaires à leur surface. Les explorer, les connaître, faire progresser la connaissance, c'est fondamental. Il y avait un chercheur américain qui disait que 90% de nos connaissances nous servaient à faire des bêtises et les 10% restants nous servaient à réparer nos bêtises. Il faut juste qu'on inverse la proportion, mais il faut qu'on continue à progresser dans la recherche et dans la science et dans la connaissance. C'est la science qui nous sortira de nos erreurs. Enfin, on a tous les outils avec la science pour nous sortir de nos erreurs. Il faut simplement qu'on invente une chose qu'on n'est pas prêt d'arriver à inventer, c'est la sagesse.
Il y a une multitude d'objets célestes à observer. Parfois, c'est la curiosité humaine qui nous pousse à lever les yeux vers le ciel, et parfois, les enjeux sont plus dramatiques. Telle une vigie de l'espace, ce petit télescope traque les débris de milliers de satellites et de lanceurs cumulés depuis le début de l'ère spatiale. L'océan d'en haut, comme l'appelait Victor Hugo, est en passe de devenir aussi pollué que l'océan d'en bas. Aujourd'hui, cette problématique est enfin prise en compte dans le développement des prochaines missions spatiales. Que ce soit des morceaux de satellites cassés ou que ce soit des satellites entiers mais qui ne sont plus fonctionnels, ça s'appelle débris. Et ces débris, on dérive dans l'espace. Et en dérivant dans l'espace, ils mettent en danger des satellites en service. Donc le CNES a ouvert une salle anti-collision dans laquelle ils remettent à jour toutes les 15 minutes, tous les débris qui sont surveillés depuis la Terre. Ils prévoient les orbites de ces débris pour les 15 jours suivants. Et dans les 15 jours suivants, ils disent à tel ou tel satellite, vous avez un débris qui vous menace, vous descendez sur une orbite plus basse ou vous montez sur une orbite plus haute, enfin vous changez de position pour que vous n'ayez pas de collision avec le débris. C'est la mission fondamentale de ce télescope TARO. Des réseaux de télescopes comme le nôtre ont déjà fait mettre les gens de l'ISS dans les capsules de retour pour qu'au cas où il y ait une collision, ils puissent rentrer d'urgence de là-bas. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, je pense, la réglementation internationale oblige tous les lanceurs de satellites à avoir un système pour que quand leur satellite est en fin de vie, ils le renvoient se détruire dans l'atmosphère, de façon à ce qu'on arrête d'avoir des débris spatiaux. Voilà, le toit va s'ouvrir là. J'ai lancé la commande d'ouverture du toit. Et là, on voit les mouvements du télescope. Petite démonstration des capacités de pointage rapide de cet instrument sur n'importe quel point du ciel. Et là, il revient dans sa position de parking. Alors cette machine-là, je l'ai construite moi-même. Les scientifiques ont acheté le tube du télescope et moi j'ai construit et mis au point et réglé tout le reste de la monture. L'abri aussi, c'est quelque chose que j'ai conçu et construit moi-même. L'idée de ce télescope, vous l'avez vu pendant la petite démo, c'est de pointer très rapidement n'importe quel point du ciel sur une alerte. On est instantanément capable d'aller pointer l'objet, de faire des images et de renvoyer les images à la personne qui nous a posé la question. Et en fin d'observation, le système automatiquement referme le toit. Fin des opérations. Au-delà de l'émerveillement pour les choses de l'espace, observer le ciel est aussi une affaire de sécurité. Et souvent, sécurité rime avec secret. Ça me rappelle une histoire de plutonium et de services secrets américains. Aujourd'hui, il y a prescription et je ne risque rien à vous raconter tout cela. Et quand bien même, je crois qu'ici, je suis en dehors de toute juridiction terrestre. Nous sommes en 2005 et la NASA se prépare à lancer sa nouvelle sonde New Horizons. Destination Pluton et au-delà. Telle une fronde, l'engin doit quitter notre planète à la vitesse de 50 000 km/h. Pendant une dizaine de jours, 3 techniciens de la NASA vont élire domicile à Sainte-Rose. Les seules personnes au courant sont le préfet, le maire de Sainte-Rose et les gendarmes.
Ce que craignent par-dessus tout les Américains, c'est que le plutonium chargé d'alimenter New Horizons durant son périple galactique ne tombe entre de mauvaises mains si le lancement devait être un échec et que la sonde venait à s'écraser sur Terre. Pour mener à bien leur mission, les Américains transportent avec eux leur propre matériel provenant des entrepôts de la NASA, leurs antennes bien sûr, mais également leur propre groupe électrogène et leur propre gasoil. Leur objectif est de garder un œil sur New Horizons durant la phase finale d'injection de la sonde sur sa trajectoire en direction de Pluton. Une étape qui se déroulera au-dessus de l'océan Indien. Et si c'est la Réunion qui fut choisie comme poste d'observation, c'est d'abord parce qu'elle est située à l'opposé de Cap Canaveral, mais aussi car elle offre des sites d'observation discrets, comme ici en haut du Piton Cascade, situé sur le littoral est de l'île. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, New Horizons poursuit son voyage à plus de 6,5 milliards de kilomètres aux confins de notre système solaire. Regarder notre planète à travers les yeux de cette sonde, c'est observer un simple point au milieu du cosmos. De quoi relativiser notre existence, mais aussi stimuler notre imagination et nos désirs d'exploration. Les prochains grands explorateurs ne coloniseront pas des continents ou des îles restées vierges, mais bien des planètes ou des astéroïdes. Et là, de nouveaux défis se posent encore à nous. Le premier sera de ne pas reproduire les erreurs passées de l'humanité lorsque celle-ci s'installera dans de nouvelles contrées de l'espace. Et là encore, la Réunion peut servir, sinon de modèle, du moins d'inspiration. Pour clore cette histoire, ou plutôt ce chapitre, je pense qu'il convient de revenir à notre Lecce galactique. De toutes les histoires que la Réunion a écrites dans les étoiles, celle du Lecce orbital est certainement la plus populaire. En juin 2007, grâce au module orbital Genesis 2, je plaçais ce Lecce en orbite, moins pour la science que pour le grand symbole. Mon objectif d'alors, comme celui d'aujourd'hui, était d'attirer vers le ciel vos regards et vos rêves. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Try to catch me howling at the moon.